Mais tout est possible. Mais surtout, il va y avoir une conséquence importante, c'est que du fait que l'amygdale cérébrale soit isolée, en fait, tout ce qui se passe au niveau émotionnel, normalement, est repris et travaillé par le logiciel qui est l'hippocampe pour le transformer en mémoire autobiographique. Donc, normalement, tout ce que l'on vit, c'est tout le temps travaillé, transformé et mis dans les circuits du disque dur du cerveau, en quelque sorte. Là, avec la disjonction, toute la mémoire émotionnelle de l'événement, tout ce qui s'est produit juste avant la disjonction et pendant la disjonction, va être en fait interrompu. Tout le travail en fait de mémorisation va être interrompu. Et c'est ça qu'on va appeler la mémoire traumatique. C'est-à-dire que la mémoire émotionnelle de l'événement va rester en l'état exactement comme quand c'est arrivé. C'est-à-dire que la victime va possiblement revivre aussitôt qu'un lien va allumer sa mémoire traumatique, revivre de la même façon ce qu'elle a vécu, mais avec les mêmes sensations, les mêmes odeurs, elle va réentendre, elle va de nouveau avoir les mêmes douleurs, les mêmes angoisses, la même impression de mourir. Elle va revivre comme une torture en fait. Elle va revivre cet instant-là, et c'est ça qui va entraîner les troubles psychotraumatiques. C'est le cœur, la mémoire traumatique est le cœur des troubles psychotraumatiques. Alors, il y a les troubles de la mémoire aussi, il peut y avoir une amnésie à la fois neurogène au moment des atteintes neurologiques et puis psychogène parce qu'en fait, et c'est ça qui est vraiment important, cette mémoire traumatique va devenir une telle torture, c'est un tel enfer que les victimes vont mettre en place un des symptômes les plus importants aussi de l'état de stress post-traumatique après la mémoire traumatique, elles vont mettre en place des stratégies d'évitement. Elles vont tout faire pour que cette mémoire traumatique ne se réveille pas. Faire comme si rien ne s'était passé. Voilà, comme si rien ne s'était passé, ne pas en parler surtout, ne pas y penser, essayer en fait, d'avoir des activités répétitives, de tout contrôler, parce que sinon elles sont dans un état de stress perpétuel, de danger perpétuel, et donc il faut éviter toute situation qui pourrait rappeler l'agression. Par exemple, si l'agression a eu lieu la nuit, éviter toute situation où on est dans le noir. Elles ne pourront plus dormir dans le noir. D'accord. Si l'agression a eu lieu dans un endroit particulier, ne plus mettre les pieds dans cet endroit-là. Si l'agression a eu lieu dans une pièce où elles ont été séquestrées, toute situation où elles sont dans un espace confiné et fermé, ce sera insupportable. Donc elles ne vont plus prendre le métro, aller dans un ascenseur, sinon elles vont faire des attaques de panique. Elles vont revivre, dans le cadre du viol, par exemple, aller voir une gynéco et être examinée, c'est même pas pensable. Son ami, son mari, qui commence à la toucher ou qui veut donc avoir une relation sexuelle, c'est même pas la peine d'y penser. Ce n'est pas possible. Parce que ça réveille cette mémoire traumatique. Une douleur va réveiller un cri, plein de choses, enfin une émission de télé, donc elles vont essayer d'éviter tout ça. Et cette conduite d'évitement va être aussi à l'origine du fait que les victimes vont être bâillonnées. Une fois que la mémoire traumatique s'allume, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec le cœur qui s'emballe, vous vous remettez à trembler comme au moment, le pire moment, vous avez l'impression d'une douleur effroyable, que vous allez mourir, vous revivez tous ces événements-là. Et donc ça va grever leur vie. Et les conduites d'évitement qui vont donc les isoler, aller au travail va devenir très difficile, faire des activités va devenir impossible. J'ai certaines patientes qui me disent qu'elles ne peuvent plus croiser le regard d'un homme, par exemple. Donc ça limite complètement leur vie, elles restent enfermées. Mais comme les conduites d'évitement ne sont pas toujours possibles, il faut quand même aller travailler, il faut gagner sa vie, il y a plein de choses qu'il faut faire. Si on a des enfants, il faut s'en occuper. Très rapidement, elles ne vont pas être suffisantes. Et c'est à ce moment-là que se met en marche une autre stratégie de survie que la conduite d'évitement, qui va être une stratégie en fait dissociative. C'est-à-dire c'est une stratégie pour s'anesthésier. Puisque en fait, on a fait une première expérience d'anesthésie émotionnelle qui a été efficace au moment de l'agression. On va rechercher en fait à reproduire. Alors soit avec de l'alcool, des drogues qui ont une activité dissociante. Donc il y a un risque important chez les personnes qui ont vécu des violences de développer des addictions à l'alcool, aux drogues, aux médicaments bien entendu. Mais c'est aussi une addiction au stress qui va se mettre en place. Alors ça peut paraître plus difficile à comprendre, mais c'est très cohérent. C'est-à-dire que, en fait, il s'agit, on
peut donner l'exemple, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une mémoire traumatique qui s'allume. Donc, dans un premier temps, tout se reproduit, c'est-à-dire qu'on revit l'événement. On est vraiment, ça envahit l'espace psychique. Or, soit par des cauchemars ou comme ça, on revoit certains éléments de la situation et on redisjoncte en fait à chaque fois et on recharge sa mémoire traumatique. C'est ça le problème, c'est qu'on recharge en plus les symptômes. Mais comme ça, la disjonction se fait avec des hormones, avec des neurotransmetteurs qui sont des drogues dures, morphine et kétamine-like, très rapidement, il y a un phénomène de tolérance qui se met en place et d'accoutumance, ce qui fait que même quand on revit cet événement-là, ça ne va même plus disjoncter en fait. Et c'est là où on fait l'expérience, parce qu'on est comme ça perché dans une situation où on sait qu'on va mourir. Ça peut donner parfois des tentatives de suicide pour échapper à cette... c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont plus qu'une idée, c'est se jeter par la fenêtre pour que ça s'arrête. Et puis, on peut se mettre à se taper sur la tête, à se mordre, à se brûler, à se faire mal. Et c'est là qu'on s'aperçoit que d'un seul coup, ça calme. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait monter le niveau de stress et on provoque, en fait, la disjonction. On fait en sorte que sans le savoir, bien entendu, on fait en sorte que le cerveau disjoncte et du coup sécrète ces neurotransmetteurs et du coup ça soulage. C'est pour ça que par exemple aussi les jeunes filles qui ont été victimes d'inceste se scarifient, se brûlent. Et du coup ça génère même une addiction à ces comportements-là où on se met en danger. Alors ça peut être se mettre en danger avec des jeux aussi, beaucoup de jeux dangereux, du sport extrême. Ça peut être aussi par exemple des dépenses très très importantes, ça peut être de la petite délinquance aussi, gratuite, juste pour se mettre en danger. Ça peut être aussi des mises en danger sexuelles. Alors ça, souvent, ça paraît paradoxal, parce que d'un côté, il n'y a aucune activité sexuelle avec quelqu'un qu'on aime qui est possible, parce qu'on est en sécurité avec quelqu'un, mais en fait, un mouvement, une façon de toucher ou une sensation va déclencher la mémoire traumatique, donc en fait, on va éviter toute relation sexuelle, mais en revanche, on peut avoir une activité sexuelle à risque, sur Internet, avec des rencontres, sans protection, parce que ça génère du stress et ça fait disjoncter. Et du coup, on ne se comprend pas, en fait.